Bienvenue au podcast Connexion Primordiale en balade avec Paul. Comme vous le savez certainement, en IMP, on préfère parler de schème plutôt que de parler de réflexe. Parce que quand on parle de réflexe, en fait, c'est ce que fait le bébé. Le bébé réagit de manière réflexe. Quand je prends le bébé dans les bras et que je fais semblant de le lâcher, il va exercer le réflexe de Moro. Si je prends un bébé et que je frotte sa plante de pied, il va exercer le réflexe tel qu'il a été identifié par Babinski, de Babinski. Et comme ça, le bébé à la naissance, il a plusieurs dizaines de réflexes. Et puis ces réflexes vont s'inhiber puis s'intégrer. Et ça, c'est la compréhension médicale et qui est tout à fait juste. Et c'est pourquoi en médecine, on va vérifier les différents réflexes parce qu'on sait que si certains réflexes ne sont pas présents, ça indique une certaine immaturité du système nerveux. Alors selon le réflexe, les médecins ont découvert quel impact ça avait ou quel lien il y avait entre paralysie cérébrale, trisomie 21 ou d'autres choses. Et c'est pourquoi les docteurs testent un certain nombre de réflexes. Si les réflexes sont bien présents, ça veut dire que le système nerveux, en tout cas à ce niveau-là, va bien. Et donc voilà. Mais ça, c'est pas la fin de l'histoire. Ça, c'est ce qui se passe chez le bébé. Mais ensuite, chez nous, on va voir que dans certains cas, les réflexes ne se sont pas intégrés totalement, ou que les réflexes ressurgissent. Mais il faut rajouter une notion importante, c'est que chacun de ces réflexes chez le bébé a une fonction spécifique et l'héritage de milliers d'années d'évolution et crée une gestuelle spécifique. Cette gestuelle, elle a un sens, c'est pas juste tiens, regarde, c'est bizarre, j'appuie là, ça fait ça, j'appuie sur ce bouton, ça fait ça. Non, c'est une gestuelle spécifique qui a un but spécifique. Et quand le bébé exerce cette gestuelle, ça a une raison d'être. Et donc, ce n'est pas juste un geste, c'est aussi un comportement. Et il y a une exploration cognitive qui est associée et émotionnelle. Je m'explique. Quand le bébé, on fait semblant de le lâcher et qu'il exerce le réflexe de Moro, il fait un mouvement d'ouverture. Et en fait, le bébé, il cherche à se rattraper. Il va ouvrir les doigts et il va simultanément activer son réflexe d'agrippement. C'est ce qu'il recherche. Donc le but du Moro, c'est d'aller chercher de la stabilité parce que je me sens dans une instabilité et de tendre les bras vers quelqu'un en orientant mon regard vers la personne la plus proche pour lui dire « Au secours, prends-moi dans les bras, je tombe, je suis en danger ». Donc à ce moment-là, ce Moro, c'est plus juste une histoire de réflexe. C'est tout un comportement, un patron, un schème, un pattern physique, corporel, postural, on pourrait dire émotionnel, recherche de sécurité. Et cette recherche de sécurité fait que quand le bébé est en sécurité, il va pouvoir exercer sa cognition, sa curiosité et explorer le monde. Donc le réflexe, on pourrait dire, c'est en quelque sorte la composante physiologique. Quand je tombe, je mets les mains, c'est un réflexe. Je n'ai pas réfléchi à la chose. Mais ça me protège physiquement. Émotionnellement, ça va m'apaiser. Ouf, au secours, il y a une émotion qui vient et puis au secours, je me suis rattrapé, super. Et le fait d'avoir ce réflexe en permanence fait que je peux marcher parce que je sais que si je tombe, je peux me rattraper. Et donc, cognitivement, intellectuellement, c'est quelque chose qui a un sens. Alors évidemment, on pourrait dire que certains schèmes, puisqu'il y en a des dizaines, chaque schème va avoir un rôle, une fonction différent. Il y a des schèmes, des réflexes qui agissent au niveau des mains, des pieds, de la colonne vertébrale, de la tête, etc., etc. Il y a des schèmes pour tout, en quelque sorte. Et puis ces schèmes se combinent. J'ai donné l'exemple du Moro, où quand l'enfant exerce le Moro, il va simultanément activer son réflexe d'agrippement. D'ailleurs, ça a été prouvé par le nom m'échappe, par un médecin français, que quand on met un objet dans la main du bébé et qu'on le fait agripper, quand on cherche à réexercer le Moro, il ne va plus le faire parce qu'il a déjà quelque chose en main. Donc le rôle du Moro, c'est d'aller chercher de la stabilité posturale, mais si j'ai déjà quelque chose en main, le Moro ne va pas s'exercer. C'est André Thomas, voilà, le nom m'est revenu, c'est André Thomas qui a fait cette découverte. Certainement aidé de Sainte-Anne d'Argassi, ils travaillaient ensemble. Donc alors, c'est pourquoi en IMP, on n'aime pas parler de réflexe. Le réflexe, ça va être quand je travaille avec un bébé. Si je travaille avec un bébé ou un médecin à l'hôpital qui va tester un réflexe, il regarde s'il y a la présence ou non du réflexe. Ça, c'est le côté réflexe. Ce que nous, on va faire dans nos cabinets,
c'est que on ne va pas véritablement tester un bébé. Alors, ça peut arriver qu'on voit des bébés, bien entendu, mais on va travailler, dans mon cas, j'ai travaillé surtout avec des enfants ou avec des adultes, et on va regarder si le schème est toujours présent. Mais évidemment, dans le cas qui nous intéresse, il ne devrait pas être présent, parce que normalement, ce réflexe s'est inhibé puis intégré petit. Donc, qu'est-ce qui va être intéressant ici, c'est de comprendre que dans mon développement, il a manqué quelque chose, ou quelque chose a ressurgi après, parce que je rencontrais un stress ou un besoin spécifique, et donc le réflexe est réapparu. Donc j'avais un besoin qui s'exprimait soit sous forme de stabilité posturale que je recherche, soit de sécurité émotionnelle, soit d'un besoin d'exploration au niveau cognitif. Donc on va parler de schème, parce que le schème, ça comprend, ça veut dire ce pattern, patron, structure, voilà ce que ça veut dire. En français, Piaget utilisait le mot schème, donc on va l'utiliser. Et dans l'idée de Piaget, c'est qu'un schème pouvait être quelque chose de physique, comme le schème d'attraper ou d'atteindre, ou ça pouvait être un schème lié à des explorations cognitives au niveau des chiffres, des lettres, de la parole, etc. Quand j'apprends par exemple un alphabet pour lire et pour écrire, cet alphabet c'est une structure de base, c'est un pattern de base que ensuite je vais combiner les lettres entre elles pour créer des mots que je vais combiner entre eux pour créer des phrases. Et donc on va avoir ces schèmes qu'on pourrait dire, alors évidemment on emploierait des gros mots qui sont complètement inutiles, des schèmes qui seraient émotionnello, cognitivo, posturo, moteur, ou sensori, motoro, psychico, bref, ça n'en finit pas. Et ça montre, si on utilise ce genre de terminologie, schème, neuro, sensori, moteur, etc., que en fait on a une compréhension très parcellaire de l'être humain, puisqu'on ne peut pas séparer tout ça. Il n'y a aucune séparation entre le système nerveux, les émotions, le corps, le mental, je ne sais pas ce que vous voulez imaginer encore. Donc dès qu'on commence à découper schème, neurosensori, psycho, machin truc, on n'est déjà plus dans une compréhension globale du corps humain et on cherche à mettre le doigt sur un truc précis et de ne plus regarder la personne dans sa globalité. Donc ce qui m'a posé question quand j'ai nommé l'IMP, intégration motrice primordiale, est-ce que j'aurais dû l'appeler intégration sensorimotrice, neurosensorimotrice, psychosensorimotrice. Et je me suis arrêté à moteur parce que c'est ce qui qualifie le vivant et les animaux que nous sommes et les primates que nous sommes, c'est la capacité à bouger, à avoir plus de degrés de liberté. J'étais passionné par les travaux de Alain Berthoz et son premier livre et les autres aussi, comme Le sens du mouvement, l'importance du mouvement dans la décision. Il a écrit un livre qui s'appelle La décision, l'anticipation du mouvement, etc. De dire que le mouvement, c'est un acte cognitif, c'est un acte que je vais planifier, etc. Donc voilà, je m'en suis arrêté à intégration motrice primordiale. J'aurais pu l'appeler tout simplement intégration primordiale, point barre, IP. Voilà, pourquoi pas. Je veux insister sur cette notion de schème parce que si je dis je vais tester votre réflexe de Moro, ça sous-entend que c'est pas le schème que je teste, mais juste le réflexe tel que le bébé le présente. Et qu'à ce moment-là, tout ce que je vais chercher à faire, que j'aurais tendance à faire, c'est juste à inhiber le réflexe. Et inhiber un réflexe, c'est pas intéressant. J'ai appris des techniques parfois qui sont des techniques d'inhibition. Ça n'a aucun intérêt. Ah oui, à l'observation, le réflexe disparaît momentanément, mais il n'y a pas eu d'intégration. Le bébé ne cherche pas à inhiber ses réflexes, c'est parce qu'il développe une corticalisation, une exploration des stratégies de sécurité émotionnelle et posturale, etc., que le réflexe finit par s'inhiber. Mais ça ne marche pas à l'envers, c'est pas j'inhibe le réflexe, donc les choses vont s'intégrer. Non, c'est parce que je crée une structure, un mode de vie, des opportunités d'intégration, que je vais lâcher de moi-même le réflexe, et que ce réflexe va se combiner avec d'autres réflexes pour créer des métaschèmes qui permettent des gestuels plus avancés. Et ça, c'est particulièrement important, cette notion d'intégration. Alors,
En IMP, on va préférer parler de schème parce que quand on travaille avec les gens, c'est toujours le schème qu'on regarde, c'est-à-dire la multicomposante émotionnelle, posturale et cognitive. Et on ne peut absolument pas séparer l'une de l'autre. Quand un bébé, c'est l'exemple que je donne toujours, mais on pourrait le faire avec n'importe quel autre réflexe ou schème, quand un bébé cherche à attraper quelque chose, quand il cherche à attraper quelque chose, est-ce que c'est un geste physique? Est-ce que c'est parce qu'il veut explorer le monde et qu'il veut découvrir la chose et l'amener à sa bouche? Ou est-ce que justement en amenant les choses à sa bouche, ça lui donne une satisfaction émotionnelle et ça lui crée des bonnes hormones, etc. Et donc il cherche de l'émotionnel? Les trois à la fois, mon capitaine. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Dès que je fais un geste, c'est pour accomplir quelque chose dans un but émotionnel et qui me permet une exploration cognitive. Quand j'amène quelque chose à ma bouche pour manger, est-ce que je suis en train de faire un geste de manger? Est-ce que je suis en train de créer une satisfaction émotionnelle ou un besoin physique de se nourrir? C'est tout à la fois. Quand on mange, il y a du plaisir, il y a de l'exploration aussi, de découvrir les goûts. C'est pour ça qu'on aime essayer de nouvelles recettes. On n'a pas envie de manger tous les jours le même ordinaire. Donc, c'est très différent de parler de schème que de parler de réflexe. Le moro, par exemple, où on voit le bébé qui s'ouvre et qui se ferme comme ça. Si on dit, voilà, c'est le réflexe de Moreau. Et justement, je tiens à préciser que M. Moreau lui-même, Ernest Moreau, qui a découvert ce réflexe, il n'a pas appelé réflexe de lui-même, il n'a pas appelé, tiens, c'est le réflexe de Moreau, c'est après coup qu'on a appelé ça comme ça. Lui, il a appelé le réflexe d'embrassade, parce que le bébé ouvre ses bras, il nous regarde comme s'il voulait être pris dans les bras. Donc lui, il a appelé ça le réflexe d'embrassade. Donc, vous voyez bien que quand je lui dis le mot embrassade, je parle d'une fonction, de quelque chose de spécifique. Donc si le Moreau, je voulais le rebaptiser, je l'appellerais par exemple schème d'embrassade, ou schème d'ouverture-fermeture, ou schème de rattrapage, de sécurisation, de stabilité. Vous voyez, c'est tout de suite autre chose. On ouvre le regard. Et c'est vrai que nous, en Occident, on a tendance à fermer les choses, à regarder le détail, l'analyse, alors qu'en Orient, ils ont tendance à fonctionner différemment. Il y en a qui disent que nous, on est plutôt cerveau gauche et eux, cerveau droit. Bon, c'est complètement réducteur. Et aujourd'hui, c'est un peu ridicule, mais vous comprenez l'idée dans ce vieil symbolique qu'on donnait, cerveau gauche, logique, linéaire, cerveau droit, global, gestalt, intuitif, etc. Bref. Pourquoi c'est important? Par exemple, quand on apprend l'acupuncture. Déjà, l'acupuncture, ça n'existe pas, c'est une invention française et très récente. Quand les Français sont allés... en vrai, c'était les jésuites qui voulaient aller christianiser la Chine. Bon, ça s'est retourné contre nous. Finalement, c'est nous qui nous sommes bouddhisés, taoïsés, confucianisés. Et ça a foiré complètement. Mais bref, ces jésuites qui étaient des intellectuels, ils ont cherché à découvrir aussi la culture chinoise et à traduire certaines choses. Et ils ont importé des choses. Et en particulier, en Chine, il y a la médecine chinoise. Alors on devrait dire les médecines chinoises. On parle souvent de la Chine, mais la Chine, c'est, je ne sais pas, au moins aussi grand que l'Europe, avec 40 langues différentes. Bon, à la base, malheureusement, avec ce qui se passe en ce moment, il y a une réduction des choses, mais à la base, il y a 40 langues différentes en Chine, avec des peuples différents, avec des ethnies différentes, avec des cultures différentes, avec des cuisines différentes. C'est comme... un peu toute proportion gardée, mais vous dites chez nous, entre la Corse, le Pays d'Oc, le Nord évidemment, et la Bretagne, ou la Normandie, ou n'importe quelle région de France, vous voyez qu'à la base, il y a un siècle, il y avait des différences énormes, il y avait même des langues différentes, des cuisines différentes, entre ce qu'on mange en Bretagne et les galettes, ou même chez nous en Normandie juste à côté, il y a des tas de guerres entre le cidre, les galettes bretonnes, alors que nous, en Normandie, c'est pas du tout pareil, etc. Donc bref, chacun a ses cultures, ses fromages, etc. Donc vous imaginez ça à l'échelle de la Chine, c'est gigantissime, avec 1 milliard de personnes. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une médecine chinoise, il y a plein d'approches de médecine chinoise, il y a des centaines de qigong différents, des centaines de tai chi différents, etc. Mais c'est vrai que de nos jours, les choses ont tendance à se réduire, à se normaliser, à se fermer. Mais bref. Quand la médecine chinoise, c'est extrêmement complexe. Et nous, en Occident, on a une vision assez étroite des choses. Et du coup, on a amené, par exemple, l'acupuncture. L'acupuncture, c'est comme si on disait,
ah, la médecine occidentale, c'est l'antibiothérapie. Bah, les antibiothérapies, ça existe, les antibiotiques, mais il y a aussi les corticoïdes, il y a aussi les machins, il y a aussi les trucs, il y a aussi les bidules et les chouettes, il y a 1000 choses dans la médecine de chez nous. Bah, nous, tout d'un coup, les gens ont ramené la médecine chinoise en disant tiens, c'est ça, et hop, l'acupuncture. Alors qu'il y a les plantes, alors qu'il y a la gym, alors qu'il y a, il y a 1000 paramètres. Mais bref. Et le mot acupuncture, c'est un mot latin, ça veut dire piquer des aiguilles. Ça n'existe pas en Chine. Je veux dire, ils utilisent des aiguilles, mais c'est un élément dans quelque chose de très vaste. Pourquoi je parle de ça? Parce que vous avez tous entendu parler qu'en médecine chinoise, il y a des méridiens d'acupuncture. Donc on dit les méridiens d'acupuncture. Là encore, c'est des mots inventés par les Français, ça ne s'appelle pas du tout comme ça en médecine chinoise. Alors, le terme méridien n'est pas méridien, mais coulée. Coulée, c'est un terme de chasseur pour indiquer les traces des animaux qu'on suit. C'est une coulée. Et c'est important, les Chinois vont employer ce terme de coulée, c'est-à-dire c'est une trace que je cherche. Et non pas un méridien. Un méridien qui est quelque chose de fictif. Une coulée, pour un chasseur, c'est pas du tout fictif, il la voit. Et en France, on va dire, alors il y a le méridien poumon, le méridien cœur, le méridien foie, le méridien estomac. Donc on se dit, tiens, c'est des méridiens qui sont associés à des organes. Il y a un circuit d'énergie associé à des organes. C'est pas du tout comme ça en Chine. Pas du tout comme ça en Chine. En Chine, si je dis que c'est le méridien, si je vous dis, oh là là, il y a un excès d'énergie dans votre méridien cœur et un vide dans le méridien poumon, vous commencez à paniquer en disant excès d'énergie dans le cœur, je vais faire une crise cardiaque, manque d'énergie dans le poumon, je vais avoir une insuffisance respiratoire. Tout de suite, vous paniquez parce que vous associez ce truc-là, ce nom, poumon ou cœur, à l'organe. Alors qu'en Chine, ça n'a rien à voir. C'est pas que ça n'a rien à voir, mais c'est beaucoup plus vaste. En fait, les méridiens, vous allez comprendre où je viens avec tout ça dans un instant et le lien avec les réflexes. Le méridien en Chine, le méridien en Chine ne s'appelle pas méridien cœur, poumon, etc. Et il a un nom topographique. En fait, on va dire méridien de l'avant du bras montant ou méridien de l'arrière du bras descendant. Donc ça veut dire méridien yin de bras interne, yin de bras externe, yang de bras. Et donc il y a 3 méridiens sur le bras qui vont dans un sens, qui descendent devant le corps, et 3 qui remontent à l'arrière du corps. Il y en a des yin, des yang. Et donc quand je dis méridien yin de bras interne, et ben je décris, c'est ce méridien-là, que nous on va appeler le méridien, donc j'aurais dû dire externe par exemple pour méridien poumon, ou externe pour méridien cœur. Mais le chinois est plus malin que s'il dit cœur, il a tout de suite, le médecin, une idée dans sa tête du cœur. S'il dit c'est le méridien qui est à tel endroit, en l'occurrence ce sera la coulée, le chemin qui est à tel endroit, et il entend juste un chemin, il n'y a pas de notion derrière. Ensuite, dans la médecine chinoise, on apprend que ce méridien, ce circuit, cette coulée, ce chemin, a plein d'associations, avec des couleurs, avec des saisons, avec des aliments, avec, oui, des organes, avec des plantes, avec tout, parce que tout est relié au cosmos en chinois, avec une heure précise de la journée, etc. Donc quand je vois la personne et que j'ai déterminé par mon diagnostic de médecin chinois, quels sont les méridiens qui sont en état de déséquilibre, eh bien, je ne vais pas associer tout de suite, c'est le cœur, c'est la rate, c'est le foie, c'est le machin. Je vais avoir une vision beaucoup plus, c'est telle heure de la journée, c'est tel aliment, c'est telle couleur, c'est telle saison, c'est oui, tel organe aussi, c'est telle plante, c'est tel machin. Et donc, je vais avoir une vision beaucoup plus large pour pouvoir discuter avec la personne et de comprendre dans son mode de vie, qu'est-ce qui fait que ce circuit-là a un besoin. Et comme ça, je vais pouvoir travailler de manière très vaste. Les aiguilles étant qu'un petit truc, il y a d'abord la gym, il y a la méditation, il y a l'alimentation, il y a plein de trucs. Et en dernier recours, si vraiment ça ne va pas, la chirurgie, c'est l'acupuncture. Ça, c'est le dernier recours. Nous, c'est le premier truc qu'on fait, mais c'est le dernier recours. Bref. Quel est le parallèle maintenant avec nos histoires de réflexes? C'est exactement ça. Si je dis réflexe de Moreau, réflexe de Babinski, réflexe de ceci, réflexe de cela, eh bien c'est comme si je disais méridien, cœur, foie, poumon. Tout de suite, je réduis à quelque chose de spécifique et je referme mon regard, je referme ma compréhension. Alors que quand je dis le mot schème, ça veut dire patron, structure, et je sais tout de suite qu'il y a une association cognitive, une association émotionnelle, une association de stabilité posturale, etc., etc. Donc je vais élargir ma pensée, et ça c'est hyper important. Alors évidemment, on est un peu tributaire des noms qui ont été donnés, voilà, on va dire réflexe de Moreau, etc.
En IMP, on va garder ce nom-là, mais on va tout de suite redonner aux gens quels sont les mots-clés associés à chaque fois au niveau postural, au niveau émotionnel, au niveau cognitif, sachant qu'on ne peut pas les séparer, c'est forcément les trois à la fois, c'est à la fois postural, cognitif et émotionnel, il n'y a pas de séparation, mais on va avoir cette vision tridimensionnelle systématique. Et donc, à ce titre-là, si j'ai envie de parler du réflexe de Moro, chez un bébé, je vais pouvoir décrire le réflexe, mais en travaillant avec quelqu'un dans mon cabinet, je vais parler du schème d'embrassade, du schème d'ouverture, et on va discuter avec la personne de tout ça, tel le médecin chinois qui a cette vision du « Ah, c'est la coulée de l'extérieur du bras associée à 15 fonctions différentes ou 15 trucs différents », bien nous on va dire « Ah, c'est le schème d'ouverture d'embrassade qui est associé à tellement de choses différentes. » Et on a une longue liste en IMP à chaque fois de choses, des différentes fonctions avec lesquelles on va discuter avec la personne de ces fonctions et de voir qu'est-ce qui lui parle, qu'est-ce qui est important pour elle là-dedans, est-ce qu'elle s'y retrouve. Évidemment, quand quelqu'un vient nous voir, il y a plusieurs méridiens, il y a plusieurs schèmes qui sont souvent non intégrés, et ça on le fait grâce à nos observations. On conduit la personne à faire différentes observations, elle va pouvoir identifier un peu ces choses-là. Et en fonction de cela, on va lui présenter, voilà, il y a tel et tel schème, chacun est associé à telle et telle fonction, et lequel vous parle le plus. Autrement dit, on ne va pas voir les réflexes comme des problèmes, mais comme des ressources. C'est-à-dire que ce ne sont plus des réflexes, ce sont des schèmes, encore une fois, corporels, émotionnels, cognitifs, qui ont différentes fonctions et donc différentes ressources auxquelles j'ai accès ou je n'ai pas accès. Et la personne va dire, bah oui, là, je m'y retrouve, je n'ai pas accès à telle et telle chose. Et donc à ce moment-là, c'est elle qui va pouvoir déterminer, j'ai besoin de ça aujourd'hui dans ma vie par rapport à mes objectifs, j'ai besoin de développer ce schème-là parce que cet aspect-là me touche particulièrement. Et donc, on va aller pouvoir piocher en IMP. Alors en IMP, on pourrait dire, 4 grands axes de travail. On va aller pouvoir piocher dans ces 4 grands axes de travail ce dont a besoin la personne. Ou plutôt, nous, on va lui présenter un petit peu comme un menu. On appelle ça le menu, ça vient de l'éducation kinesthésique, c'est un menu. On dit, voilà, au menu, en IMP, il y a 4 choses qui sont possibles. Qu'est-ce que vous pensez qui va vous apporter le plus de choses ? Ça, c'est la personne qui va choisir, séance après séance, de quoi elle a besoin pour se restructurer. C'est pour ça que nous, on est pour réintégrer les choses. C'est pour ça que nous, on s'assimile plus à des coachs qu'à des thérapeutes à proprement parler. On ne va pas faire quelque chose à la personne, on va lui proposer un certain nombre d'activités qu'elle va choisir elle, et c'est elle qui va choisir l'activité, la durée, l'intensité, bref, c'est elle qui choisit tous les paramètres de l'activité. Ça, c'est une notion très importante. Et en tant que professionnel, quelle que soit notre profession de base, ça nous oblige à voir les choses différemment, à changer les choses, à avoir un autre regard. Parce qu'on va inverser un peu le cours des choses, au lieu de dire il faut que je sois un expert qui sait c'est tel réflexe, il faut faire telle chose. Je dis non, c'est un schème, la personne va pouvoir l'identifier tel ou tel schème chez elle, et nous on va lui faire des propositions, et c'est elle qui sait. De toute façon, qui mieux que la personne elle-même sait de quoi elle a besoin. Quand on va au restaurant, qui mieux que la personne peut savoir est-ce qu'elle a un petit peu faim, beaucoup faim, énormément faim, et de quoi elle a envie, du salé, du sucré, des entrées, des desserts, du plat, du fromage. C'est elle aussi qui sait, personne d'autre peut savoir. Donc ça, c'est une notion très importante que l'on a. Alors j'ai dit qu'en IMP, on a 4 grandes propositions, et j'aime bien le représenter sous la forme d'un grand X. Alors le X, la lettre X, quelque chose qui nous vient aussi, c'est un symbole qui nous vient de l'éducation kinesthésique, où le X représente le symbole du mouvement croisé, de l'intégration droite-gauche, de la latéralité. C'est le symbole de l'intégration en brain gym. Et donc nous, on l'a repris. Ce X, il a 4 bras, 4 branches. Et j'aime bien dire qu'en IMP, on a les 4 branches de l'intégration. On a une première branche, c'est tout ce qui va être mouvement. Et là, en IMP, on a plus d'une centaine de mouvements possibles. Il y a évidemment des mouvements de brain gym, il y a les bercements, il y a les réinitialisations, les resets, il y a les différents mouvements d'intégration, il y a les auto-renforcements, il y a tout un tas de mouvements qui sont proposés, les jeux de sac de grains.
Donc voilà, on a un grand panel de mouvements. Deuxième branche, on a ce qu'on appelle à proprement parler les remodelages. Les remodelages, ça va être remodelage tactile, remodelage isométrique, remodelage sensorimoteur, remodelage du système visuel, remodelage de la latéralité, syntonisation primordiale, remodelage qui s'appelle rééducation du mouvement, c'est au niveau musculaire, postural, etc. Donc on a tout un tas de remodelages. Troisième branche, ça va être les automassages. Tout ce qui est libération des tensions, automassage, ça c'est très important. Quand un schème n'est pas intégré, il y a toujours une composante corporelle, une gêne, une limitation, quelque chose. Soit cause, soit conséquence. C'est peut-être à force d'avoir une tension corporelle, le réflexe ressurgit et donc j'ai plus accès au schème, ou ça peut être l'inverse, parce que je n'ai pas bien intégré ce schème, et bien ça finit par générer des tensions. Mais dans les deux cas, dans tous les cas, il y a une tension corporelle qu'il est bon de libérer pour éviter de rester dans un cercle où la tension vient entretenir la non-intégration et la non-intégration vient entretenir la tension. Donc ça va être très important de travailler sur ça, et pour ça on a les automassages à la balle, au bâton, au rouleau et au ballon. Donc ça va être absolument majeur. Donc on a aussi des techniques de rééducation du mouvement qui font partie aussi des remodelages, mais il va falloir que les gens s'autonomisent par les automassages. Et enfin, quatrième jambe ou branche, membre du X, c'est la respiration. On prend une respiration quand les voitures passent. Quatrième branche du X, c'est la respiration, c'est les exercices respiratoires. C'est quelque chose qu'on a jusqu'à maintenant, au moment où je vous parle, en 2025, encore peu développé en IMP. Il y a un petit peu de choses. On travaille sur le réflexe respiratoire dans le stage au cœur du mouvement. Évidemment, la respiration, c'est, on pourrait dire, le premier réflexe qui se met en place chez le bébé, mais c'est un réflexe un peu particulier puisque c'est un réflexe entre réflexe archaïque et réflexe viscéral. Mais il y a aussi différentes techniques de respiration qui existent pour soulager le stress, des techniques, beaucoup de choses. Le travail sur le réflexe d'apnée et tout un tas de choses qu'on est en train de développer et qui sera plus en place en 2026. Mais c'est quelque chose qu'on teste et qu'on utilise déjà depuis longtemps, mais qu'on n'a pas encore formalisé dans l'enseignement. Enfin, c'est en train de se faire. Donc il y a 4 grands axes dans ce X de l'intégration. Voilà, les remodelages, les techniques de respiration, le travail autour de la respiration, les automassages et les mouvements. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle intégration motrice primordiale. Il y a beaucoup d'outils d'intégration qu'on propose. Cette intégration doit être profonde et primordiale d'aller travailler ces schèmes primordiaux. Voilà, si moi je pouvais renommer les choses, je dirais pas réflexe, mais schèmes primordiaux. Alors, il y a les schèmes primordiaux basés sur le réflexe, puis il y a d'autres schèmes aussi qui sont des combinaisons de réflexes, des méta-schèmes qui sont très importantes, comme marcher par exemple. Donc voilà un peu mes petites réflexions pour aujourd'hui. J'espère que ça vous apporte de l'eau au moulin. Je pense que c'est important d'élargir notre vocabulaire, parce que le vocabulaire conditionne notre regard. Beaucoup de gens font cette erreur de dire mais non, mais je dis méridien, foie, mais je sais bien que c'est pas que ça. Non, dès que j'ai dit méridien, foie, je suis foutu. Je le pense, je le dis, la personne l'entend. Combien de fois j'ai vu des gens qui disent ouais, je suis allé voir quelqu'un qui fait de la kinésiologie, il m'a dit mon méridien, estomac, j'ai sûrement des problèmes digestifs et tout. Ça n'a rien à voir, mon ami. L'estomac, c'est plein d'autres choses, c'est une symbolique, c'est aussi des émotions, c'est aussi une couleur, c'est associé à un élément spécifique, c'est pas du tout forcément associé à l'organe, même il fait partie d'une multitude de choses. Donc ça induit tout le monde en erreur. Et bien, même chose ici, ces histoires de réflexes, ça induit tout le monde en erreur parce que les gens voient un truc qu'ensuite on va croire que magiquement on peut inhiber et que tous mes problèmes sont dus à ça. C'est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus passionnant, heureusement. Alors, je sais qu'on veut tous la pilule magique, on attend la pilule magique qui ferait maigrir et qui ferait que tous les obèses soient minces du jour au lendemain, mais malheureusement, ça se passe pas comme ça. Malheureusement, ça se passe pas comme ça. Ou heureusement, ça se passe pas comme ça. Je sais pas comment voir les choses. On voudrait tous des pilules magiques qui nous empêchent de faire du sport et de faire tout ce qui nous donnerait le bonheur et la santé éternelle. Mais malheureusement, ça se passe pas comme ça. Les choses
viennent en faisant, par la pratique. Et c'est ça, la dure loi de la vie. On ne peut pas faire l'économie de vivre, de bouger, de penser. C'est pas toujours facile, mais c'est ça l'idée. Alors, ce qui compte, c'est le chemin. Et on est toujours en chemin. Et les schèmes sont là pour nous guider, enfin pour nous donner une structure qui nous permet d'avancer sur ce chemin. Et c'est ça qui est génial dans le métier qu'on fait. Et que j'adore depuis toutes ces années que je fais ça, toute ma vie. Je suis passionné et de pouvoir enseigner, faire découvrir ça à d'autres gens, et travailler avec les gens en individuel et les voir évoluer sur leur propre chemin. C'est pour moi une passion. C'est pour ça que je dis, comme je l'ai dit déjà plein de fois, je ne vois pas pourquoi je voudrais prendre ma retraite de ma passion, de la chose qui m'illumine et qui me fait me lever le matin. Et voilà, l'enseignement, le partage, la découverte. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.